Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci au camarade Blésiri qui m'a donné ce soir l'occasion d'échanger avec vous. Je dis échanger parce que j'espère qu'il y aura une ou deux questions après ma petite intervention. Il y a eu des voyages à La Haye, mais aussi ailleurs, comme à Washington, comme le camarade Eddy le rappelait tout à l'heure, parce qu'en 2012, j'ai eu l'opportunité de faire un certain nombre de voyages avec lui pour rencontrer l'ambassadeur du Ghana, mais aussi l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Donc il y a eu dans le monde beaucoup de voyages. Il y a eu aussi des marches dans les rues d'Europe. Il y a eu des concerts. Il y a eu des articles dans les journaux et en ligne. Il y a eu des pétitions, comme celle du doyen Bernard Dadier qui récolta des millions de signatures. Si ces initiatives ont permis que Laurent Gbagbo ne soit pas oublié, et je pense que c'est important. Oui. Donc si ces initiatives ont permis que Laurent Gbagbo ne soit pas oublié, je pense que son acquittement relève moins, et on l'a dit tout à l'heure, relève moins de notre agir que de l'intervention de Dieu qui a utilisé le juge italien Cuno Tarfusser. Car si les voyages, marches, pétitions, concerts et écrits étaient si efficaces, Gbagbo serait acquitté avant le 15 janvier 2019. Amen. En disant cela, je ne veux point minimiser l'action menée par chaque résistant dans son domaine et selon ses moyens. Nos efforts et sacrifices méritent certainement d'être reconnus et salués, mais ils ne devraient pas être surestimés ou exagérés. Autrement dit, nous devons avoir le triomphe modeste. Amen. Oui. Celui qui a le triomphe modeste a pleinement conscience qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû faire mieux ou faire différemment les choses. Il est conscient que pendant cette lutte pour une Côte d'Ivoire libre et souveraine, il y a peut-être eu des manquements, des défaillances, des incohérences, des combats et débats inutiles, voire des compromissions qui n'ont rien à voir avec des compromis dont on a toujours besoin dans une négociation. Mon but, chers camarades, dans la présente intervention n'est pas de jouer les rabat-joie, ni de laisser croire qu'il est indécent de rendre grâce à Dieu et de se réjouir pour l'acquittement définitif de nos deux frères. Mon but est d'attirer notre attention sur le fait que la lutte n'est pas terminée, qu'elle doit se poursuivre. Parce que la France continue d'occuper notre pays, parce qu'elle continue d'y avoir une base militaire, parce qu'elle continue d'y faire la pluie et le beau temps, parce que la France continue de contrôler notre économie et de s'enrichir pendant que le pouvoir d'achat des Ivoiriens se réduit comme peau de chagrin. Mais comment poursuivre la lutte? Vous avez probablement en tête des stratégies et moyens. Pour ma part, je préconise le boycott des produits et entreprises français. Le concept de boycott est apparu en 1880, dans un contexte où le Britannique Charles Boycott, c'est son nom ça, le Britannique Charles Boycott maltraitait ses fermiers irlandais. Maltraités, ceux-ci décidèrent alors de ne plus s'occuper de ses terres, de ne plus livrer son courrier, de ne même plus lui parler. Ostracisé, Charles Boycott était obligé de quitter la région. Le boycott est ainsi un refus de faire un certain nombre de choses pour combattre une injustice. Il fait partie des actions non violentes que les citoyens peuvent utiliser dans le cadre d'une lutte sociale ou politique. L'un de ses objectifs est de faire perdre de l'argent à une entreprise, de déstabiliser l'économie d'un pays. Le boycott envers une nation est un procédé qui a été souvent employé dans l'histoire. Quelques exemples de boycotts célèbres sont le boycott en 1837 par les Québécois des produits importés d'Angleterre, le rhum, l'eau de vie et le thé.
le boycott des cigarettes Janowski en 1900, suite au licenciement de 45 jeunes filles juives. Le patron réembaucha ces jeunes filles après. L'appel au boycott de Gandhi en 1930 contre les produits de l'Empire britannique. Le boycott, que nous connaissons tous, en 1955 des bus de Montgomery, suite à l'affaire Rosa Parks et à l'appel de Martin Luther King. Le boycott de la vodka russe en 2013. Le boycott du vin français en 2003, du Roquefort ou du foie gras en 2012 aux États-Unis. Dans toutes ces situations, le boycott fut organisé en réaction à une décision politico-économique jugée inacceptable. Par exemple, le boycott du vin français, souvenez-vous, par les Américains en 2003, faisait suite au refus de la France de Jacques Chirac de s'engager dans la guerre en Irak. Et j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que ce boycott fit perdre 112 millions de dollars à l'économie française. Vous voyez donc, le boycott, ce n'est pas rien. Le boycott a un autre avantage, les gens qui le pratiquent ne risquent pas de se faire gazer. Ouais. Les gens sont chez eux et puis ils boycottent. Nous aurions essayé, chers camarades du boycott, que la France et ses marionnettes auraient libéré nos frères plus tôt. Ça, c'est ma conviction. Je dis cela parce que la seule fois où le régime Ouattara et ses parrains français ont été inquiets et inquiétés, c'est en octobre 2020, quand l'appel à la désobéissance civile fut lancé par l'opposition contre le troisième mandat. C'est la seule fois où Ouattara a eu peur, où il a tremblé. Au Sénégal, le 5 mars 2021, ce sont des manifestations ciblant des organes de presse, du pouvoir, mais aussi plusieurs entreprises françaises, comme Auchan, Total, Carrefour, qui obligèrent, donc ces manifestations-là, c'est ça qui obligea Macky Sall à libérer l'opposant Ousmane Sonko. En attaquant les enseignes françaises, les manifestants voulaient rejeter l'impérialisme économique français. Certes, il n'y avait pas de boycott au Sénégal, mais dans ce pays comme en Côte d'Ivoire, on peut affirmer que le pouvoir fut ébranlé par une démonstration de force dans la rue. Donc permettez que je le répète, l'acquittement du 15 janvier 2019, nous le devons à Dieu, qui a bouleversé le plan de la France, qui était de libérer Laurent Gbagbo après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. En d'autres termes, Dieu est intervenu en 2019 à travers le juge italien. Le 31 mars 2021, la France a libéré Laurent Gbagbo parce que c'est cette date qui l'arrangeait. Donc on a beau parler du triomphe de la vérité et de la justice, la France n'a pas complètement perdu la face dans cette affaire-là. Parce que les choses se sont passées conformément à son calendrier. La France ne voulait pas libérer Gbagbo avant l'élection du 31 octobre. C'est ça. Ouais, donc c'est vrai que on dit la vérité et la justice ont triomphé, mais quelque part la France a fait ce qu'elle voulait faire. Voilà. Bref, entre 2011 et 2021, notre action, que je ne nie pas, a été peu déterminante. Cette année 2021 et celles qui suivront, je voudrais que nous puissions dire comme Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. C'est une formule qui se trouve dans sa lettre de démission du Parti communiste français du 24 octobre 1956 à Maurice Thorez, secrétaire général du PCF. Quand Césaire affirme que l'heure de nous-mêmes a sonné, il veut dire que les Noirs ne peuvent pas continuer à être à la remorque des autres et de leurs idéologies. Que les Noirs ne veulent plus se contenter d'assister à la politique des autres, au piétinement des autres, aux combinaisons des autres, au rafistolage de conscience ou à la casuistique des autres. Fin de citation. Donc c'est toujours dans sa lettre d'émission à Maurice Thorez. Dans mon entendement, la formule du poète martiniquais signifie que nous devons nous engager davantage. J'insiste beaucoup sur l'adverbe davantage. On s'est engagé, mais nous devrions faire plus. Donc nous engager davantage contre la France, qui reste la contradiction principale, pour parler comme Mao Zedong. C'est vrai,
ceux qui sont les suppôts de la France, bon, c'est vrai, nous avons aussi à lutter contre eux. Mais la contradiction principale reste la France. Parce que n'oublions pas ça. Ouattara et les autres, c'est des pions. Mais notre adversaire ou notre ennemi principal, c'est la France. Donc, nous devons nous engager, je nous appelle à nous engager davantage contre la France, en lui faisant perdre de l'argent, le seul Dieu qu'elle reconnaît et adore. Et on a vu ça au Sénégal, hein? Sonko emprisonné. Les Sénégalais, ils ont compris. Ils ont commencé à attaquer les entreprises françaises, les enseignes françaises, hein, Carrefour, Auchan, tout ça là. Mais les Français ont dit à Macky Sall, il faut libérer le gars. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit, mais bon, vous savez, les gens, ils mettent du temps à comprendre les choses. Ces gens, il faut les frapper au portefeuille. Parce qu'ils ne croient qu'à l'argent. L'argent, c'est leur Dieu. C'est ça. Les négociations, discuter avec eux, non. Moi, je vois pas certains d'entre nous, qui sont allés là-bas, je ne sais pas, au Quai d'Orsay ou à l'Élysée. Non, c'est pas ça qui va, comment on dit ça, les obliger à lâcher du lest. Non. Il y a une seule chose dont ils ont peur, c'est les manifestations, c'est le boycott, voilà. Parce que leur Dieu, c'est l'argent. Donc c'est ce combat qui devrait, à mon avis, mobiliser nos forces et non l'achat de tel ou tel pagne. Parce que je vois actuellement, là, on parle du pagne, je veux dire, c'est pas ça le sujet. Hein, c'est pas ça le sujet. Donc Dieu qui est un Dieu de justice a agi pour que triomphe la justice. Et nous lui en sommes reconnaissants. Mais nous-mêmes, que faisons-nous pour libérer notre pays? Et donc je reviens à la question de Césaire. Hein, l'heure de nous-mêmes a sonné. Parce que nous reconnaissons que à travers le juge, c'est Dieu qui agit. Donc jusque-là, Dieu, parce que c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand on croit que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu fait quelque chose. Bon, mais ça c'est Dieu, ça. Nous maintenant, quelle est notre partition? Donc je crois que Césaire, il a raison, l'heure de nous-mêmes a sonné. Et je pense que, avec la libération de nos deux frères, la lutte doit continuer, doit se poursuivre. Mais avec plus d'engagement. Alors je dis ça parce que, je crois que la plupart d'entre nous croyons, nous sommes des croyants. Hein, mais je crois que, moi, ma lecture quand même de la parole de Dieu, quand on prend le livre de l'Exode, qui est un livre fondamental dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse se promène et puis il voit ce buisson en feu, et Dieu lui dit, Moïse dit il veut savoir qui est là, et puis Dieu se révèle à lui, et Dieu lui envoie, il envoie en mission auprès de Pharaon, il dit, va libérer, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je t'envoie auprès de Pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne descend pas du ciel pour libérer les Hébreux, hein, pour les arracher, n'est-ce pas, à l'esclavage qu'ils subissaient en Égypte. Dieu va envoyer quelqu'un. Alors évidemment, Moïse a peur. Il dit, il ne sait pas parler, tout ça là. Alors la peur, justement, Mandela en parle. Il dit que la peur, ce n'est pas, plutôt le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Mais c'est la capacité de vaincre la peur. La peur, c'est humain. C'est humain. On a peur d'être arrêté, d'être jeté en prison, d'être tué. C'est humain. Mais il faut arriver à dépasser cette peur-là. Et c'est ça le courage. Ouais. Donc Moïse aussi a eu peur, il ne savait pas, il dit comment il ne sait pas parler, il dit Pharaon, moi je suis qui, il n'est rien là. Mais il a surmonté sa peur et il a affronté Pharaon. Et puis ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire la libération des Hébreux, le passage de l'esclavage à la liberté. Ouais. Donc, nous qui croyons, je pense que c'est un livre, à mon avis, très très important, l'Exode. Voilà, on ne peut pas rester là uniquement à compter sur Dieu. Voilà, Dieu va faire. Il y a des gens qui disent ça, Dieu va faire. Non, Dieu passe par des hommes pour changer les choses. Pour arracher les hommes à l'oppression, à l'esclavage. Dieu passe toujours par les hommes. Et donc, je crois qu'il faut que nous acceptions d'être de Moïse aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut que nous soyons capables de dépasser notre peur qui est humaine pour affronter Pharaon. Pharaon, aujourd'hui, c'est la France. Et ça, je le dis, comment? Mais en essayant, parce qu'on n'a pas encore essayé ça, le boycott des produits français.
Parce que quand on écoute certaines personnes, on a l'impression que c'est comme si on était né avec le vin de Bordeaux ou bien, je sais pas moi, la moutarde de Dijon. Non! Parce que c'est ça aussi. Boycotter, ça veut dire que, bon, il y a des sacrifices. Je ne vais plus prendre mon vin de Bordeaux, je ne vais plus prendre la moutarde de Dijon, je ne vais plus prendre le camembert, c'est ce que ça veut dire. Ou bien je ne vais plus voyager avec Air France. Mais si on ne fait pas ces sacrifices, comment on va libérer le pays? Merci. Donc c'est ça. Voilà, donc, en gros, mon propos consistait à dire que la lutte continue. D'abord, bon, nous remercions Dieu qui agit vraiment dans la vie de nos frères Laurent et Charles, à travers le juge italien. Mais je pense que c'est maintenant à nous quoi, de faire notre part. Alors moi, bon, il y a peut-être d'autres stratégies, d'autres moyens, mais moi, vraiment, le moyen que je trouve vraiment efficace et qui a fait ses preuves ailleurs, hein, j'ai cité des pays, hein, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, les États-Unis avec donc Rosa Parks en 1955 et dans d'autres pays. Le boycott a fait ses preuves. Et puis bon, moi je crois qu'il est moins dangereux que bon, peut-être les marches, voilà, parce que quand vous marchez, bon, les gens peuvent vous gazer, les microbes vont venir avec des couteaux, ils vont vous piquer, tout ça là. Donc je pense que c'est un truc qu'il faut considérer. Voilà. Alors Blaisiri, toi qui es là, je crois que c'est vraiment un sujet qui mérite, n'est-ce pas, une certaine attention au niveau du parti. Voilà. Il faut qu'on tente ça aussi. Hein. D'autres ont tenté ça et ça a marché. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous, quoi. Parce que moi, sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas aux négociations là. Hein, aller au Quai d'Orsay, où les gens vont vous envoyer des sous-fifres là, hein, des petits fonctionnaires discuter avec vous. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Et moi, ce qui s'est passé au Sénégal, vraiment, moi, ça me parle. Je trouve ça très éloquent et ça devait nous inspirer. Parce que eux, c'est le seul langage qu'ils comprennent. Voilà. Mais si on est là, on dit non, il faut discuter avec eux, il faut envoyer des gens au Quai d'Orsay, à l'Élysée, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci de votre aimable attention. Je serai court, je vous en prie. Oh. J'ai commencé à boycotter Air France depuis 2002. Ok. Ouais, je voulais demander au Marcel Adesi, il a cité Aimé Césaire, c'est vrai. Le plus grand statement d'Aimé Césaire, pour ma part, c'est quand il a dit que le colonisateur était menteur. Ça, c'est le plus gros statement qu'il a mis. Et puis, maintenant, à propos de Dieu, tout le monde se souvient ici que quand Babo était à Korogo, Desmond Tutu est parti le voir. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Desmond Tutu? C'est pour ça que cette histoire divine, il a demandé à Desmond Tutu, donne-moi une Bible. Et ça avait la Bible là, il allait à l'ail, à 3h du matin. Donc, moi j'ai lu un poète camerounais qui disait que cette Bible que Babo avait en main là, c'était Thémis, qui était la déesse de la justice divine, que Babo avait amenée à l'ail. C'est-à-dire la dame qui tient l'épée, la balance, la bande de Dieu et tout ça. Donc c'est vrai, il faut boycotter. Parce que si tu ne boycottes pas, on coupe les têtes. Mais en même temps, il faut aussi croire, cette nation développée aujourd'hui là, elle croit en Dieu. Elle marche aussi avec Dieu. Mais elle pose aussi de grandes actions. Donc je suis entièrement d'accord avec toi.